Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 28 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Les débats portent entre autres sur la paix et la sécurité. Le président rwandais Paul Kagame a succédé au Guinéen Alpha Condé à la tête de l'UA. Cette année, des activités seront menées d'avril à décembre pour commémorer le 25e anniversaire du décès du premier président ivoirien. C'est l'année d'Oufouette-Boigny, lancée hier à Yamoussoukro en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, annonce des réformes pour le district d'Abidjan. Elle porte entre autres sur la construction d'une nouvelle gare routière dans la commune de Port-Boué. Déclaration faite à l'issue d'une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie française à Paris, en France. Il y a rebondissement dans l'affaire des bébés volés au Nigeria. Le pays demande au Niger d'effectuer des tests ADN après les aveux d'un ancien diplomate nigérien arrêté avec des enfants qui seraient d'après lui ceux du couple de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Soyez les bienvenus sur RT1. Commençons tout de suite par Addis Abeba, en Éthiopie, où s'est ouvert aujourd'hui même le 30e sommet de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Les débats, je rappelle, portent entre autres sur la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la question migratoire. Le président rwandais Paul Kagame a succédé au président guinéen Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial à Ouattouré. Les travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté à Addis Abeba en présence des dirigeants du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Des travaux articulés autour de la lutte contre la corruption, la libéralisation du ciel africain et la réforme institutionnelle de l'UA qui met l'accent sur l'indépendance financière de l'organisation. Face aux défis du moment, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à l'unité. Notre outil de combat, accélérer l'intégration, passage obligé de notre développement, accélérer les efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, conditions essentielles à la cohésion sociale. Il me plaît de faire noter qu'une coopération trilatérale se met progressivement en place entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Je me réjouis comme vous tous de la réussite du sommet Union africaine-Union européenne, au succès duquel la Commission a contribué de toutes ses forces. Je réitère notre appréciation au président Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement pour les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a pour sa part appelé les leaders africains à l'action et surtout à demeurer unis et solidaires. Notre engagement à mettre effectivement en place notre zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé. L'Afrique est le seul continent qui est en mesure d'avoir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble des pays africains. Aucun continent n'est arrivé à ce succès. Il s'agit là d'une question cruciale pour promouvoir l'intégration, mais au-delà de la dimension politique et idéologique, il s'agit d'une excellente initiative pour nous tous. Toutes les projections confirment que notre marché augmentera d'une manière significative et que notre industrialisation accélérée sera enfin sur les rails. Ce 30e sommet ordinaire de l'Union africaine a aussi été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Alpha Condé et Paul Kagame, le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le véritable défi de l'Afrique consiste à ouvrir la voie à la prospérité pour nos peuples, en particulier pour la jeunesse. Nous allons lancer le marché unique des transports aériens en Afrique. Voilà une étape majeure pour le secteur du transport. En nous engageant à briser toutes ces barrières, nous enverrons un signal fort en Afrique et au-delà, indiquant
que les choses sont en train de changer. L'occasion a aussi été donnée au président nouvellement élu de s'adresser à l'Assemblée. Ils ont tous promis prendre toute leur place au sein de l'Union en vue de la mise en œuvre de grands projets de développement du continent. Loin d'Addis Abeba, à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, s'est tenue une cérémonie, le lancement de l'année Houphouët-Boigny. Cette année 2018, donc, des activités seront menées d'avril à décembre pour commémorer le 25e anniversaire du décès du premier président ivoirien. Le but, pérenniser ses œuvres en parlant de sa vie, de son combat. Sidonie Davila. Les Houphouëtistes ont décidé. Le top départ de cet événement a été donné à Yamoussoukro, ville symbole parce qu'ayant vu naître celui qu'on nomme le bélier de Yamoussoukro. Célébrer son souvenir nous oblige cependant à tirer toutes les leçons de l'évolution de notre pays depuis sa disparition. Tous les Ivoiriens doivent tirer les leçons de leur passé et de leur présent par un devoir d'inventaire, un devoir de repentance et un devoir de mémoire. L'année Félix Houphouët-Boigny va mettre en lumière la vie politique et l'action historique du bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Chaque mois de l'année permettra d'aborder un aspect spécifique de sa vie. Pour le RDR et le PDCI, les tenors du RHDP, la célébration de l'amour et la paix, les valeurs de Félix Houphouët-Boigny engagent à la fidélité de l'héritage du sage. Houphouët-Boigny est parti. Et nous, Ivoiriens, qu'avons-nous fait de son héritage? Nous nous sommes déchirés. C'est à l'honneur des présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara d'avoir initié la réconciliation et le rassemblement des enfants idéologiques de Félix Houphouët-Boigny en construisant une plateforme de rassemblement qui a permis aux Ivoiriens d'avoir une perspective de sortie de la longue crise sociopolitique. Le président Henri Konan Bédié me charge de dire au président Alassane Ouattara qu'il est déterminé à œuvrer de concert pour renforcer et consolider toute initiative et toute action en faveur de la paix et de la cohésion nationale dans notre pays. L'année Félix Houphouët-Boigny est une initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, créée par le premier président de la Côte d'Ivoire. L'événement réjouit au plus haut niveau. Venu représenter le président Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé les nombreux acquis de la vie de Félix Houphouët-Boigny. Alors, jeune médecin, a mené une lutte acharnée mais pacifique contre le travail forcé en Afrique de l'Ouest. Il en obtiendra la suppression le 11 avril 1946, avec l'adoption par l'Assemblée nationale française de la loi dite loi Houphouët-Boigny. Après plusieurs années de lutte, le président Houphouët-Boigny eut le grand bonheur de proclamer le 7 août 1960 l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Cette proclamation sera à la fois le premier acte fondateur de la Côte d'Ivoire libre et l'un des ferments du lien intangible entre le président Houphouët-Boigny et le peuple ivoirien. Elle marquera aussi la naissance de cet attachement fusionnel entre un jeune pays à construire et un homme d'État aux qualités exceptionnelles. Les nombreux et ambitieux projets réalisés sous son égide ont hissé le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, au rang de locomotive économique de la sous-région ouest-africaine. L'exposition photo qui retrace la vie du bâtisseur a été ouverte par Daniel Kablan-Duncan. L'année Félix Houphouët-Boigny s'achève en 2018. Pour les invités, notamment les jeunes présents, ont pris plaisir à redécouvrir Félix Houphouët-Boigny pour certains et pour d'autres à le connaître, mais également à l'entendre. Quand je vois mon frère pleurer, au lieu de m'asseoir à côté de lui et pleurer avec lui, ça ne me soulagera pas. Je préfère agir, je mettrai le temps qu'il faut,
agir de telle sorte qu'il n'ait plus à pleurer. Voilà, dans le domaine du transport à présent, le ministre Amadou Koné annonce des réformes pour le district d'Abidjan. Elle porte entre autres sur la construction d'une nouvelle gare routière à Anani, c'est dans la commune de Port-Boué, et la privatisation du secteur du contrôle technique de véhicules. Il a annoncé ces réformes à l'issue d'une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie française en France. Mamadou Kwasi. Renforcer les actions de la SOTRA dans le transport sur le district autonome d'Abidjan, avec l'acquisition de 500 nouveaux autobus roulants au gaz, de 15 bateaux-bus au cours de cette année 2018, ainsi que la construction de 180 km de couloirs de bus à Abidjan, sur financement de la coopération suédoise. À cela s'ajoute la mise dans la circulation de 2000 taxis-compteurs neufs. Autant de réformes annoncées par le ministre des Transports face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie française au cours d'un déjeuner débat. Un moment d'échange qui a permis au ministre des Transports d'expliquer d'autres mesures importantes prises par le gouvernement, surtout pour le contrôle technique des véhicules. À la suite d'une décision du Conseil des ministres, j'ai signé la semaine dernière donc un arrêté pour libéraliser le contrôle technique automobile. Donc si parmi vous certains veulent venir travailler aux côtés de la CICTA, maintenant c'est ouvert. Une nouvelle technologie sera appliquée pour la sécurité routière à Abidjan. Pour que nous puissions passer à la vidéo-verbalisation, donc avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un projet qui est bien avancé, où il s'agira pour nous maintenant de faire en sorte qu'on ait moins de policiers pour faire le contrôle automobile, parce qu'ils peuvent faire autre chose que d'être sur la route. Pour la fluidité sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, une nouvelle gare sera construite à Anani, dans la commune de Port-Boué. Avec cette gare, le transport des passagers sera réservé uniquement, selon le ministre, aux bus de la SOTRA et aux taxis-compteurs. Que tout le monde puisse débarquer les passagers à cette gare d'Anani, où il y aura une gare de la SOTRA, et seule la SOTRA pourra prendre les gens et venir donc dans la ville d'Abidjan. Pour nous, ça paraît être quelque chose d'extrêmement important. La même chose devrait être faite donc du côté de Yopougon et puis entre Anyama et Abobo. Des propositions qui réjouissent ces opérateurs économiques français et ivoiriens, qui ont par ailleurs abordé la question du permis de conduire et du transport ferroviaire, ainsi que celui sur la lagune. Cette rencontre est un rendez-vous mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie française. Plus de 6 756 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État ivoirien va mobiliser pour financer son budget au titre de l'exercice 2018. En première ligne pour réaliser donc cet objectif, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Pour ce département qui couvre les régies financières de la douane et des impôts, le défi est immense, mais pas insurmontable. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwame. Remboursement en ligne des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, paiement numérique des impôts, déploiement de 2 scanners aux postes frontières de Noé et de Wangolo, nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État ou encore lancement de la phase pilote de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Voilà résumé le bilan de l'exercice 2017 du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Pour 2018, les défis sont principalement de 2 ordres, à savoir mobiliser plus de ressources pour financer le budget de l'État et assurer la maîtrise des dépenses publiques. Le pays doit accélérer sa marche vers l'émergence et en la matière, l'automatisation des opérations sera une grande priorité. Alors nous allons également améliorer nos procédures de travail de façon à améliorer la mobilisation des ressources, mais aussi à contenir les dépenses et à les orienter comme il faut, en particulier pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour atteindre les objectifs assignés à son département, le secrétaire d'État Moussa Sanogo annonce la mise en œuvre prochaine d'un plan d'action stratégique, document qui sera inspiré des orientations du plan d'action prioritaire du gouvernement au titre de l'année 2018. L'enjeu est de parvenir à boucler et à exécuter le budget de l'État estimé à plus de 6 756 milliards de francs CFA. Vous avez certainement visité ces 2 sites web dénommés Portail Bénévolat et Portail Volontariat. Ils ont été mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi Jeune et du Service Civique. Ces sites, conçus par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, visent à encourager le plus grand nombre de personnes dans le bénévolat et le volontariat. Fidèle Aigné, Issa Tchonayew. Les jeunes volontaires et bénévoles disposent désormais
de 2 sites web, des portails dédiés aux personnes désireuses de s'engager dans des actions humanitaires. 2 outils qui vont permettre au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique d'avoir une base de données et de promouvoir le bénévolat et le volontariat. Nous en faisons la promotion pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas forcément l'emploi salarié qui permet d'accéder à un certain niveau de qualité, mais on peut démarrer par l'action volontariale à la communauté pour pouvoir avoir de l'employabilité par ailleurs, mais aussi impacter l'environnement dans lequel nous vivons. Ces sites ont été conçus avec l'appui technique de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Nous accompagnons le ministère et ses démembrements en charge de ces questions-là dans la mise en œuvre de leur mission par l'usage des outils TIC. Pour les structures d'accueil de ces bénévoles, des ONG pour la plupart, cette initiative va permettre de créer un réseau mondial de contacts. La Croix-Rouge, c'est quand même une institution qui a plus de 12 000 volontaires et nous sommes encore prêts à accueillir d'autres volontaires au vu des besoins et des vulnérabilités que nous connaissons dans notre pays. Le bénévole s'engage à temps partiel. Il ne reçoit pas d'indemnité, tandis que le volontaire s'engage à plein temps et perçoit une indemnité. À ne pas confondre avec un salaire. À travers ces outils web, la Côte d'Ivoire est dans la gouvernance électronique et atteint une maturité numérique. Comment les gardiens de la tradition doivent-ils œuvrer à consolider la paix sociale? La question était au centre d'une rencontre organisée à Yamoussoukro par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Les membres du directoire entendent ainsi mieux définir le rôle social des têtes couronnées. Mahama Traoré. Litiges familiales, conflits fonciers, querelles conjugales. En milieu rural, le dénouement de telles affaires est très souvent soumis au jugement des autorités coutumières, que sont les rois et chefs traditionnels. Ces agents de paix sont désormais reconnus par la loi avec la création par l'État en juillet 2014 de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Si les moyens d'action ont été renforcés, les gardiens de la tradition doivent toujours faire preuve de neutralité, selon le président du directoire de cette institution. La neutralité est une valeur cardinale intrinsèque au bon fonctionnement de la chefferie traditionnelle et qui fait que le roi ou le chef traditionnel ne peut pas à la fois être juge et partie. Ceci étant, le juge doit prononcer des jugements, mais en toute neutralité. Voici pourquoi il est important pour le roi ou le chef traditionnel de ne pas se tromper et encore plus de ne pas tromper les autres. Tout le monde devrait donc être rassuré. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ne présente aucun danger pour notre société. Elle est bien au contraire une chance pour notre pays en matière de cohésion sociale, de paix durable et de réconciliation vraie. Et pour y parvenir, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient de mettre au point un plan stratégique triennal 2018-2020 et une charte de déontologie et d'orientation. Je vous invite maintenant à embarquer dans la caravane contre les feux de brousse initiée par le ministère des Eaux et Forêts. Le ministre Alain Richard Donvaï vient justement de donner le top départ de la campagne à Tiébissou dans la région du Bélier. Ensemble pour zéro feu de brousse partout en Côte d'Ivoire. C'est le slogan de cette caravane qui va sillonner les régions du Bélier, de la Maraoué, du Béré et du Ourodougou. Léon Broukwami. Du feu mis à l'herbe par le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio et le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï. Ce contre-exemple du gouvernement pour interdire les feux de brousse, un fléau aux conséquences impressionnantes et dramatiques au regard des dégâts causés la seule année 2016 en Côte d'Ivoire. 17 personnes décédées, 10 villages détruits, 1100 hectares de forêts décimées, 15 000 hectares de cultures ravagées, d'importants dégâts matériels occasionnés, évalués à plus de 204 milliards de francs CFA. Les feux de brousse détruisent la forêt, provoquent le changement climatique, la famine et la pauvreté. Message véhiculé à travers la campagne lancée à Tiébissou. 2 semaines de sensibilisation des populations rurales
avec l'appui de l'ONG et Boanyaiti, lauréat du prix du président de la République du comité villageois de protection de la forêt et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire au non-usage du feu en saison sèche. Nos activités de cuisine au champ, de mise en feu de nouvelles plantations, de renouvellement du pâturage pour l'alimentation du bétail, de chasse au gibier avec usage du feu, de production de vin de palme ou d'extraction de miel doit être proscrite. Ensemble pour zéro feu de brousse, cette 22e caravane sillonne à partir de Tiébissou les régions du Bélier, Béré, Maraoué et Ouagadougou. Son objectif, préserver à tout le moins les 3 millions d'hectares, le couvert forestier ivoirien restant. À présent, la page politique de ce 20h avec le RDR. Après les pré-congrès régionaux, les militants du Rassemblement des Républicains avaient formulé des recommandations. Et bien, pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations, la nouvelle direction du parti entend travailler au rassemblement de tous les militants. Ngana Konaté pour le reportage. Le Rassemblement des Républicains RDR est en tournée d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, la secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara, a demandé aux militants de participer massivement à la révision de la liste électorale dans les semaines à venir. Dans quelques semaines, on va vous appeler pour la révision de la liste électorale. Vous devez tous vous lever pour faire en sorte que tous les jeunes de 18 ans qui sont ici, à Daloa et dans toute la sous-préfecture de Daloa, dans toute la région de Daloa, que tout cela se lève. Vous devez même les accompagner pendant les 7 jours pour se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale et pouvoir voter aux élections municipales, régionales et sénatoriales. Kandia Kamara a aussi exhorté les uns et les autres à oublier les erreurs du passé et à se tourner résolument vers l'avenir qui s'annonce meilleur. Un message d'espoir apprécié par les inconditionnels de la case. Nous sommes contents pour le départ d'un RDR nouveau. Nous, RFR, nous allons faire l'essentiel. Nous allons mobiliser les femmes, nous allons faire nos sections. Vraiment, on est pour le RDR nouveau. 2018 est une année électorale. Bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Nous pouvons le dire au RDR après ce meeting animé par Madame le secrétaire général. Nous sommes fin prêts. Dans le même registre, Lansine Diabaté s'est rendu à Vavois pour livrer le même message. L'envoyé du parti a rassuré les militants de la prise en compte de leurs aspirations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Du côté du Front populaire ivoirien, l'heure est au bilan. Le parti vient d'organiser une rencontre cette semaine. Le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, appelle à l'union de tous les militants du Front populaire ivoirien. Les membres du secrétariat exécutif, du secrétariat général, du comité de contrôle, du comité central, les secrétaires généraux et les membres des structures spécialisées du Front populaire ivoirien se sont rencontrés pour jeter un regard sur l'année écoulée et dégager les perspectives pour l'année 2018, tout en félicitant leur président Pascal Affi-N'Guessan pour le travail abattu. Les militants du Front populaire ivoirien estiment qu'il est temps de donner un second souffle à leur parti au vu des défis à relever en 2018. Il s'agit d'abord de la nécessaire unité du parti pour retrouver toutes les énergies et synergies, de la maîtrise de nos structures de base et de la mobilisation des militants et sympathisants, préalable aux victoires électorales de cette année. Pour le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, l'année 2017 a été une année difficile pour les Ivoiriens. 2018 est donc une année charnière et les tâches qui attendent le Front populaire ivoirien sont d'une importance capitale. En 2017, le Front populaire ivoirien s'était assigné l'objectif de renforcer ses capacités opérationnelles en vue de la reconquête du pouvoir en 2020. Cet objectif général, qui a été décliné en plusieurs objectifs opérationnels, a guidé notre action et mobilisé l'ensemble des membres de la direction comme les responsables locaux du parti. Il nous reste encore du travail pour consolider l'appareil du parti. Pascal Affi-N'Guessan appelle donc à l'unité au sein du parti.
les élections municipales et régionales nous offrent l'occasion à tous les cadres et militants du FPI sans discrimination de rebondir, de réparer en partie le gâchis de cette lutte fratricide, de réaliser l'unité du parti. Le Front populaire ivoirien, selon son président Pascal Affi-N'Guessan, ira aux élections municipales et régionales avec les militants les mieux placés pour le faire gagner. Au chapitre culture de ce 20, le conseil municipal de Makori offre un concert gratuit à sa population avec des artistes connus. Cette année, c'est le groupe Magic System qui a donné un spectacle. Les magiciens ont communié avec leurs fans pendant 2 heures. Issa Chomayeo. Le groupe Magic System à l'avenue TSF à Makori, un cadeau du conseil municipal pour souhaiter la bonne année 2018 à sa population. Un rendez-vous initié depuis 4 ans. Les magiciens qui viennent de boucler la première partie de leur tournée africaine pour la célébration de leurs 20 ans ont donné de la voix. De premier Gaou, morceau mythique déclencheur du succès du groupe Zouglou, à Magic in the Air, en passant par Tapeto. Tous les titres sont passés en revue, au grand bonheur du nombreux public. Le premier magistrat de la commune a profité de ce cadeau de début d'année pour lancer un message à la jeunesse. Si vous avez envie de faire des études, faites des études sérieusement. Si vous voulez jouer au football, jouez au football sérieusement. Si vous voulez chanter, chantez sérieusement. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Avant le groupe Magic System, John Kifi, Mewe et plusieurs autres artistes ont communié avec leurs fans à la demande du conseil municipal. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Abou Sanogo. L'ancienne légende du football George Weah a officiellement prêté serment. Il est investi président de la République du Libéria. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf à la tête d'un pays secoué par de terribles guerres civiles il y a 15 ans. C'est la première fois depuis les années 1940 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre au Libéria. Des négociations sont engagées entre le président sud-africain Jacob Zuma et son parti, le Congrès national africain, pressé de mettre un terme avant l'heure à son règne émaillé de scandales à un peu plus d'1 an d'élections cruciales. Un groupe composé de 5 Libyens et d'un Palestinien sont accusés d'avoir torturé 8 migrants soudanais. Les tortionnaires ont été arrêtés. Leur interpellation fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une nouvelle vidéo montrant des scènes de torture insoutenables contre des migrants africains. Les images montrent des migrants sévèrement brûlés par leurs ravisseurs qui réclamaient des rançons à leurs familles. Les 8 personnes séquestrées ont été libérées, a précisé le groupe armé. 13 civils venant du Burkina Faso pour une fois hebdomadaire dans le centre du Mali ont été tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine en territoire malien selon un bilan fourni par des élus locaux et une source sécuritaire. Le véhicule forain comptait à son bord 7 commerçants burkinabés et des Maliens. Nouvelle attaque meurtrière en Afghanistan. Au moins 95 personnes sont mortes et 158 ont été blessées dans l'explosion d'une ambulance piégée à Kaboul. Selon des témoins, l'explosion s'est produite dans le quartier abritant des bureaux du ministère de l'Intérieur et ceux de l'Union européenne. Cet attentat revendiqué par les talibans survient une semaine après l'attaque de l'hôtel intercontinental à Kaboul qui a fait 22 morts, dont 14 étrangers. 14 soldats maliens ont été tués et 18 autres blessés dans l'attaque du camp militaire de Soumpi situé au nord du pays. Cette nouvelle attaque survient 2 jours après la mort de 26 civils, dont des mères et leurs bébés, tués par l'explosion d'une mine à Boni dans le centre du Mali, selon un bilan des Nations Unies. L'armée malienne évoque une action de terrorisme.
Le Nigeria vient de demander au Niger d'effectuer des tests ADN dans une affaire de trafic de bébés. 2 mineurs, accompagnés d'un ancien diplomate nigérien, ont été arrêtés par la police nigériane. Après avoir été inculpé de trafic illicite d'enfants, l'homme a avoué que les 2 enfants sont ceux du couple de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Hamadou. Il est 20h30, fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. À demain, 20h.